Moi, je vais vous parler de la question du partage du temps de travail. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire une soirée sur le revenu de base et le partage du temps de travail. Quand le collectif Roosevelt a été créé, bon, le mouvement pour le revenu de base existait déjà. Et puis, l'une des propositions du collectif Roosevelt était le partage du temps de travail. Et bon, on s'est retrouvé souvent sur des forums, peut-être pas avec vous, mais souvent, voilà. Je me rappelle à Alternativa, on avait notre table l'une d'un côté de l'autre. Donc, quand les gens venaient nous dire le revenu de base, si on disait c'est à côté, et puis eux, ils nous envoyaient le partage du temps de travail. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que. Voilà. Mais, j'allais dire, on était voisins, mais on ne se parlait pas trop. Or là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est obligé de se parler. Et c'est pas sans doute seulement à cause de Benoît Hamon. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est monté progressivement et que Benoît Hamon a apporté dans le débat de manière assez, on peut dire, fracassante quand même. Et nous, ce qui nous ennuie beaucoup au collectif Roosevelt, et vous remarquerez, c'est qu'il parle beaucoup du revenu de base, mais la question de la réduction de temps de travail, le partage de temps de travail, là, c'est très flou. Et c'est très flou partout, aussi bien chez Mélenchon, que chez Hamon. Je participais à une audition, on auditionnait les candidats, c'était pas les candidats qui étaient là, c'était des représentants, et le représentant de Hamon a dit nous, c'est le maintien, c'est la généralisation des 35 heures. Bon, et on a parlé de 32 heures. Enfin voilà, on sait pas bien comment ça va être financé. Donc il n'y a que, je pense que Jadot qui est allé plus loin, je n'ai pas été voir trop dans le détail, mais je pense qu'il n'y a que lui qui est allé un peu plus loin parmi les grands candidats, on va dire, parce qu'ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail des candidats qui ont moins de chances d'être élus. Donc nous, ça nous ennuie beaucoup que la question du partage du temps de travail soit comme ça mis en second. Pourquoi ? Parce qu'on est là, tous d'accord ce soir, je pense, pour dire que la question centrale, c'est l'éradication de la pauvreté. C'est ça qui nous pose problème. Le développement de la pauvreté et des inégalités. Parenthèse, on parle beaucoup des inégalités de revenus, mais beaucoup moins, et Jean Gadrel l'a fait, et un petit peu aussi les copains, des inégalités de patrimoine qui sont beaucoup plus importantes, et d'une autre inégalité qui est celle du milieu, du réseau. Quand on est né dans un milieu où les parents ont fait Polytechnique, on est dès la 6e branché sur les classes préparatoires. Quand on n'est pas de ce milieu-là, eh bien on le découvre ça en terminale et pourquoi pas, mais on est beaucoup moins préparé. C'était la conclusion d'une prof d'économie sociale de 2SS qui était passée du lycée Victor Hugo au lycée Hélène Boucher. Elle disait même niveau de chaque côté, mais vraiment même niveau, mais Victor Hugo à l'ouest de Paris, bien meilleur résultat au concours. Donc, ce n'est pas une question de niveau, c'est vraiment une question de milieu. Voilà. Donc, je reviens au travail. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous ennuie ? Parce que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que c'est un emploi pour tous. Je ne dis pas le plein emploi, parce que je veux respecter aussi les gens qui ne souhaitent pas avoir d'emploi, salariés, et qui souhaitent cultiver leur jardin. C'est tout à fait respectable. Mais par contre, que chaque personne qui souhaite avoir un emploi puisse en avoir un. Et ça, c'est notre priorité. Et là encore, je suis ennuyé quand j'entends Benoît Hamon. Je ne ferai pas de procès à Benoît Hamon parce que je ne connais pas suffisamment son programme. Mais en tout cas, ce qu'on retire les médias, c'est... Qu'est-ce qu'on entend ? On entend il va y avoir le numérique qui va détruire 50% des emplois. Est-ce que c'est le lien avec le revenu de base ? Si c'est ça, ça m'inquiète beaucoup. D'une part, parce que, 50% des emplois qui sont supprimés par le numérique. Admettons. Mais si c'est ça, je vous annonce tout de suite qu'on est mort avant, parce que ça veut dire qu'on continue sur le même type de développement qu'aujourd'hui et qu'on ne tient pas compte du dérèglement climatique. Il faut savoir que Internet, enfin le numérique, c'est actuellement le secteur où l'augmentation de la production de CO2 est la plus forte. Actuellement, le numérique, c'est l'équivalent de l'aviation dans le monde. Et on pense que dans les 5 ans, il double. Donc ça veut dire que le numérique, quand on va sur Internet,
c'est pas du tout neutre au niveau climatique. C'est même assez grave. Donc ça veut dire que de toute manière, je crois que la robotisation à outrance, on va être obligé de la remettre en cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on s'engage aussi dans la transition écologique, il l'a dit un peu, Jean Gadret, ça veut dire qu'on est obligé de sortir du productivisme. Et ça, c'est créateur d'emplois. Donc, on peut créer de l'emploi. Et puis, de toute manière, ça, c'est certain, la réduction du temps de travail, c'est un phénomène historique. Hein, mon grand-père, il travaillait, j'ai les chiffres, là, il travaillait 3000 heures par an. Bon, nous, on travaille environ 1600 heures par an. Donc, on travaille à mi-temps, tous. D'accord? Donc, la RTT, elle existe. D'accord? Bon, ensuite, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais couper, sinon je vais être trop long. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société? C'est qu'en fait, en 1974, après les 30 Glorieuses, parenthèse 30 Glorieuses qui sont aussi une période de croissance due à l'exploitation d'une énergie carbonée qui n'est pas chère, une exploitation à outrance, donc on ne peut plus revenir aux 30 Glorieuses, ça n'est plus possible, ça n'est même plus souhaitable. Après les 30 Glorieuses, on voit le chômage de masse qui se développe. Et puis, on prend tout un tas de mesures. Si tout ça est détaillé dans notre bouquin, dans un petit bouquin vert là qu'on a, tout ça est détaillé si vous voulez avoir un peu de précision. On fait le point de tout ce qui a été fait. Et puis, en 83, Mitterrand dit « Contre le chômage, on a tout essayé ». Bah, le problème, c'est qu'après 83, il y a un phénomène qui est qu'on a arrêté de réduire le temps de travail d'un point de vue réglementaire. Sauf dans la période de Jospin, où on passe aux 35 heures. Et les 35 heures, là aussi, le petit bouquin, il en parle bien. 65% des gens en sont satisfaits, donc il faut arrêter de dire que la majorité n'en sont pas satisfaits. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais on peut bénéficier de ces erreurs, ne pas refaire les mêmes. Et puis, le rapport de Barbara Romagnan, députée PS, à la suite d'une commission d'enquête qui a été provoquée par l'UDI, donc ce n'est pas la gauche qui a demandé cette commission d'enquête, le rapport de Barbara Romagnan conclut que c'est la mesure la plus efficace et la moins chère pour l'État pour la création d'emplois, de toutes les mesures qui ont été prises. Ça, malheureusement, pas de pub, et là, moi j'en veux au PS, de ne pas avoir sauté sur l'occasion pour dire on a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot. Certes, tout n'a pas été parfait. On va parler des infirmières, la manière dont ça s'est passé dans la fonction publique. Effectivement, il y a des cadences qui ont augmenté dans certaines entreprises. Il y a eu la modération salariale qui a été catastrophique pour beaucoup d'employés et d'ouvriers. Tout ça, c'est vrai. Mais ça veut pas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La dernière chose que je voudrais dire sur la réduction du temps de travail et sur l'emploi. Il y a quelques mythes à casser. Par exemple, le mythe que c'est la croissance qui crée de l'emploi. Alors, je vais encore faire de la pub pour le petit livre, là. Il coûte pas cher. 6 euros. Il y a une question rien pour toi. Entre 1974 et aujourd'hui, le PIB, il a augmenté de 111%. Et le nombre d'heures travaillées par les Français, alors il a diminué de 4%, je crois. Je crois que mes chiffres sont pas bons. Il a diminué de 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre richesse a considérablement augmenté, mais on l'a produite avec moins d'heures de travail. Donc, et avec une population active qui a augmenté. Donc, quelque part, c'est un peu mathématique. Si la population active augmente, et si on arrive à créer de la richesse avec moins d'heures de travail, c'est forcé qu'il y ait des chômeurs, de toute manière. Alors, je ne dis pas que le chômage, c'est simple ensuite, mais il y a quand même une équation qui est là et qu'on nous cache. La deuxième chose, c'est les autres pays à côté, l'Allemagne, la Hollande, ils ont réduit le chômage grâce à la dérégulation. Là aussi, on montre que c'est quand même, on va dire, au mieux une inexactitude. Parce qu'en fait, comment la réduction du temps de travail, comment est-ce que le chômage a baissé en Allemagne? Et je vais citer la Hollande parce que c'est le plus énorme. C'est qu'en fait, en Hollande, 50% de la population est à temps partiel. Et les temps partiels sont beaucoup plus courts en Hollande
que chez nous. Donc effectivement, si on mettait la population française à la moitié de la population française à temps partiel, avec des temps partiels inférieurs à 20 heures, il n'y aurait plus de chômage. Non seulement il n'y aurait plus de chômage, mais on manquerait de personnel. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, ils ont réduit le temps de travail, de fait. C'est-à-dire qu'ils travaillent moins que nous. Si on compte les temps pleins et les temps partiels. Si on compte les temps pleins et les temps partiels. Si on compte les temps pleins, effectivement, on travaille moins que les autres. Mais si on compte tout, c'est pas vrai qu'on travaille moins que les autres. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'ils ont fait du partage du temps de travail, mais inéquitable. C'est des gens qui ne peuvent plus vivre avec leur travail. Donc, ce que nous, on propose, c'est la mise en place d'une réduction du temps de travail équitable et qui permette à chacun de vivre. Voilà. Puis je terminerai juste pour dire que ça va être compliqué là ce soir, parce qu'il y a des questions qui arrivent, je vois, de parler des financements. Alors, bon. C'est une question majeure. Oui, alors c'est une question majeure. Ça va être compliqué, et d'ailleurs, je vais en être assez incapable. Parce que, enfin, je veux dire, là, on peut y passer la soirée. Et puis, dans notre petit livre, on n'a pas une solution sur la réduction de temps de travail. Il y en a au moins 6 ou 7 qui sont proposées. Là, il y a des propositions. D'accord, voilà. Donc mais non, c'est pas sur le temps de travail. Je vais quand même donner une chose par rapport au fait que nous sommes endettés. C'est vrai que on est dans une situation financière compliquée. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est de considérer la dette dans son ensemble et pas seulement la dette financière. Je veux dire par là que si, dans 5 ans ou dans 10 ans, on a remboursé notre dette financière, mais qu'on se retrouve avec la moitié de la population en grande précarité et une transition écologique qui n'a pas avancé, la dette, certes, on ne donnera pas une dette financière à nos enfants, mais on leur laissera une dette sociale et écologique qu'ils ne pourront même pas payer de fait. Donc la dette, il faut la voir dans son ensemble, pas seulement la dette financière. Et ça aussi, je trouve que c'est de l'ordre de la propagande de ne parler que de cette dette-là. Il faut parler de la dette financière, de la dette écologique et de la dette sociale. Et c'est vrai que tout pris ensemble, ça donne le vertige. Mais c'est ça aussi qui nous permettra de trouver des solutions, pas juste se focaliser sur les questions de dette financière. Voilà, je conclus juste. Moi, le revenu de base, j'ai beaucoup tourné pour contre. Pourquoi pas? Je pense que la différence entre la RTT et le revenu de base, c'est que la RTT, c'est simplement reprendre un mouvement historique qui existe depuis le XXe siècle. Donc, quelque part, moi, je suis plus âgé qu'eux, donc je suis plus frileux. Donc, je me dis, bah, on continue, il faut voilà. Il y a des vieux chez nous aussi. Et il y a des jeunes chez nous aussi. Mais le revenu de base, et ça c'est l'objet du débat, je pense, ici, hein, de les confronter, c'est un changement encore plus grand, je pense, dans le rapport au travail, dans le rapport au sens du travail, dans la société qu'on souhaite. Voilà. Et je pense que c'est le débat qu'on peut avoir ici. Le revenu de base n'est-il pas un renoncement définitif des politiques de partage du travail qui sont au point mort depuis 30 ans? C'est la bonne question. Hein. Bah, c'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. Bon. Alors, nous, on considère que c'est au contraire le dépassement de cette question-là. Parce que oui, formidable, on force avec des réglementations, on force le partage du temps de travail. Mais est-ce qu'on ne peut pas dépasser cette question? Est-ce qu'on ne peut pas laisser aux gens choisir véritablement le temps qu'ils veulent travailler? Mais ça, ce n'est possible que si les gens peuvent ne pas vivre sans travailler. Donc il faut leur assurer une base minimale pour les besoins minimaux, se loger, se nourrir, se vêtir. Si vous voulez plus, eh bien dans ce cas-là, travaillez. Effectivement, si vous voulez ce superflu. Mais donc, vous pouvez choisir beaucoup plus le temps que vous travaillez. Donc, nous, on considère que c'est un dépassement de cette thématique.